De retour sur cette Université des Mairies 2018 à Port-Marly qui nous reçoit pour cette édition spéciale, cette journée spéciale sur TV 78. Les différents ateliers vont reprendre ici, les participants vont rejoindre les tables rondes et puis nous allons continuer nos émissions tout au long de l'après-midi. J'accueille à présent Valérie Pécresse. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Présidente de la région Île-de-France, Catherine Arenoux, maire de Chanteloup-les-Vignes. Bonjour. Bonjour à vous et puis François Elia. Bonjour. Bonjour vous à êtes tous. Directeur régional adjoint de la Banque des Territoires en Île-de-France, la Caisse des dépôts et on va évoquer avec vous les quartiers en difficulté ou plutôt comment aider ces quartiers en difficulté, une problématique plutôt large. Pour bien définir déjà ces quartiers, on parle de ces endroits où il y a une action globale de l'État, de la région, des communes pour aider les populations sans emploi avec des revenus faibles et qui peinent à accéder à l'éducation, au logement ou encore à la culture. Catherine Arenoux, vous avez reçu le Premier ministre il y a quelques jours. Édouard Philippe est venu vous voir sur le terrain. Vous avez pu échanger autour des éventuelles difficultés que vous rencontrez. Déjà, comment s'est passé cet échange et puis quelles sont les difficultés que vous lui avez remontées du terrain? L'échange, vous imaginez bien, c'est très bien passé. Qu'est-ce qu'on peut montrer à un Premier ministre qui n'est que livresque lorsqu'il est là avec 150 personnes d'accompagnement? Ce qu'il faut, c'est vivre le territoire. Vivre le territoire, c'est vivre à la fois des gens qui sont dans une grande espérance pour leurs enfants, souvent, d'avoir un espèce de parcours, ce qu'on appelle l'ascenseur social. Chez nous, ça existe encore. Non seulement ça existe encore, mais c'est encore porté par beaucoup de parents, de jeunes parents. On a cette chance-là. Mais on le porte comment? On le porte en accompagnant à l'éducation, les enfants. Et donc, du coup, on ne fait pas, dans un territoire comme le mien, on ne fait pas que faire des écoles. On essaye, accompagné par d'autres niveaux de collectivité, on essaye d'accompagner l'éducation au plus haut niveau, on essaye d'accompagner l'emploi au plus haut niveau, et puis on essaye d'accompagner les conditions de vie. Les conditions de vie, c'est le logement, c'est la mobilité. Là, je pense que Valérie nous en parlera. Oui, vous allez nous parler un petit peu des dispositifs de la région, mais déjà, est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu, aidé de par l'État ou d'agir un petit peu seul, malgré tout? Alors, vous savez, tant qu'on est écouté, on a le sentiment que tout va aller mieux. Lorsque ça s'arrête à l'écoute. Bon, voilà, je ne fais pas de procès d'intention. En tout cas, il a très bien écouté. Il a vu les difficultés, pas seulement les difficultés des associations sur place, les difficultés du personnel municipal sur place, qui est souvent confronté à tout et qui porte souvent beaucoup de choses. Et puis, mais aussi la difficulté des pompiers, la difficulté d'une police municipale, d'une police nationale, qui sur ces territoires-là, même s'ils sont pas extrêmement grands, qui vit toutes les difficultés que vit la police actuellement. Pas de matériel, un matériel vétuste, une incapacité. Pratiquement, il y a suffisamment de personnel pour faire des actions, mais il n'y a plus les véhicules pour les porter, par exemple. Ça, le Premier ministre l'a entendu. Ça, c'est simplement des moyens financiers. C'est même pas une nouvelle politique, c'est simplement comprendre que pour que la police fasse son travail très correctement et accompagne, par exemple, les pompiers. Qui aura imaginé qu'il y a 25 ans, pour un sauvetage à personne, les pompiers ont besoin d'être accompagnés par la police? Ben, c'est ça maintenant. Notre société, c'est ça. Il faut s'en donner les moyens parce que sinon, ça ne pourra pas tenir très longtemps. Valérie Pécresse, tout à l'heure, lors de votre discours devant les maires réunis, vous avez égrené un petit peu tous les dispositifs qui aident, qui peuvent aider, que la région peut mettre en place, et ils sont nombreux pour la région Île-de-France. Mais nous, on a d'abord défini une stratégie. On l'a définie avec Jean-Louis Borloo et les maires au moment où Jean-Louis a réfléchi justement à ce que pourrait être un plan banlieue du XXIe siècle. La stratégie de la région, elle se décline en 3 mots d'ordre. La mixité, la réussite et l'autorité. La mixité, c'est essayer de reconstruire ces quartiers en y ramenant les classes moyennes. Et ça veut dire mettre moins de logements sociaux au même endroit, essayer d'arriver à des quartiers qui sont plus près de 30% de logements sociaux. Nous, on a mis un plafond. On aide à construire des nouveaux quartiers, mais on veut 30% seulement de logements très sociaux dans ces quartiers, pas plus, pour que les classes moyennes reviennent dans les quartiers et qu'il y ait une vraie mixité. Ça passe aussi par l'offre de transport, parce qu'il faut désenclaver pour que les familles puissent venir, pour que les cadres puissent venir. Parce qu'un quartier où il n'y a plus de mixité, comme ceux qu'on a construits, qui sont ghettoisés, c'est un quartier où les professeurs ne veulent plus enseigner, où donc il n'y a plus d'espoir pour les familles d'ascenseur social pour leurs enfants. Et donc on a besoin de cette mixité. Ensuite, on a besoin de réussir, et ça, c'est toute l'aide qu'on fait aux entrepreneurs des cités, c'est toute l'aide qu'on fait aux élèves, la lutte contre le décrochage scolaire, mais aussi nos cités ont du talent, c'est-à-dire aussi aider les meilleurs. Les 2 moments qui sont les plus forts pour moi dans l'année, c'est quand je remets une bourse de 1 000 € à des bacheliers défavorisés mention très bien, ou quand je remets une bourse de 1 000 € à des
adultes qui reprennent des études pour passer le bac au cours de leur vie. Vous voyez, je pense que la deuxième chance, c'est très important, notamment dans ces quartiers populaires. Et puis, il y a l'autorité, et Catherine Arnoult l'a dit, tous les équipements de sécurité qui nous sont demandés aujourd'hui, la région finance. La vidéoprotection, l'équipement des polices, tout ce qui peut, la sécurisation des lycées, la sécurisation des transports. On a mis des policiers et des agents de sécurité dans les bus. On fait arrêter, et c'est à la demande de femmes de Chanteloup, de la cité de la Nouée, que je fais aujourd'hui arrêter, c'est une expérimentation, les bus la nuit à la demande. Parce que les femmes qui se lèvent très tôt pour aller travailler, souvent en horaire décalé, qui rentrent très tard. Elles ont des bus jusqu'à presque 2h du matin, mais elles ont peur de faire le trajet. Et donc maintenant, on lance, et on va la généraliser, une expérimentation d'arrêt à la demande des bus. Donc vous voyez, c'est la question, comment est-ce qu'on fait pour que cette vie quotidienne, elle soit apaisée, elle soit pacifiée, et qu'elle permette de réussir. Je fais juste une parenthèse, parce que vous parlez d'autorité. Il y a quelques jours, vous avez évoqué cette double peine, en quelque sorte, dans certaines des zones, des quartiers. Vous pouvez nous développer un petit peu, revenir sur cette déclaration ? Oui, moi, ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est que les habitants des quartiers les plus criminogènes, et tous les quartiers populaires ne sont pas des quartiers criminogènes, c'est deux choses différentes. Il y a des quartiers qui sont aujourd'hui livrés à la guerre des gangs et à la guerre des bandes autour, on va le dire, du trafic de drogue. Et dans ces quartiers, les policiers ne peuvent plus rentrer, le SAMU ne peut plus rentrer, les médecins ne peuvent plus rentrer. Vous savez qu'il y a certains quartiers dans lesquels le SAMU doit mettre des gilets pare-balles. Bon, donc là, il y a une logique de reconquête. De rétablissement de l'ordre. C'est ce qu'a d'ailleurs dit Gérard Collomb. C'est ce qu'a dit Gérard Collomb en partant. Mais on parle d'une archi-minorité de quartiers. Dans ces quartiers-là, je considère qu'il faut qu'on protège les habitants. La loi pénale ne s'applique pas avec la même rigueur dans ces quartiers-là qu'elle s'applique ailleurs, tout simplement parce que c'est un tonneau des Danaïdes, c'est en permanence. Et donc, les policiers baissent les bras, les juges prononcent des peines, mais elles ne sont pas toujours exécutées parce que nos prisons sont pleines. Donc le sujet, c'était aujourd'hui de durcir le ton et de dire, dans ces quartiers-là, il y aura une circonstance aggravante. Dans les quartiers où la délinquance est le double de la moyenne nationale, il y aura une circonstance aggravante. Si on commet un acte dans ces quartiers-là, on aura une peine qui pourrait être double peine, parce que comme ça, on arrivera peut-être enfin à donner le message que l'impunité c'est fini et qu'il faut arrêter. François Elia, je me tourne vers vous. On va pas parler de double peine, cette fois-ci avec vous, avec la Caisse des dépôts. Je voudrais savoir de quelle manière vous intervenez, que les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent comprennent un petit peu quel est votre rôle dans tout ce dispositif d'aide et de dispositifs qui existent. Alors, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires aujourd'hui, est au service des collectivités territoriales. Donc le partenariat que nous avons avec les collectivités, que ce soit la région, les départements, les communes, c'est un partenariat de très long terme et qui a pris une forme plus formelle à partir de 2004 dans le prolongement des actions engagées sur le programme de rénovation urbaine. Alors pour faire simple, parce que je ne veux pas citer trop de chiffres, mais tout de même, puisque c'est l'un de nos modes d'intervention, sur le premier programme de rénovation urbaine pour l'Île-de-France, c'est plus de 5 milliards de financements qui ont été mobilisés par la Caisse des dépôts, par la Banque des territoires. Mais ça ne suffit pas, ça n'est qu'une étape. Nous le savons, ce qui a été fait par les élus locaux, c'est formidable en termes d'habitat, en termes de réaménagement des espaces publics, mais nous le savons, nous le constatons en contact avec les élus locaux, avec les partenaires au projet. Il nous reste de grandes choses à faire, notamment en matière de développement économique. La présidente l'évoquait, en matière de formation, de mobilité, puisque très souvent les quartiers sont un petit peu excentrés, très souvent l'accès au transport est plus complexe. Et donc nous avons un certain nombre de sujets qui sont identifiés par les territoires, par les élus, que la Banque des territoires accompagne, avec donc un volet financier que j'évoquais rapidement, et puis également et surtout peut-être un volant d'ingénierie et d'expertise. C'est cette capacité que nous avons à la Banque des territoires à mobiliser des hommes et des femmes qui apportent une vision, une expertise pour mettre en œuvre les projets des territoires de la meilleure des manières en termes de robustesse. Quels sont les projets peut-être qui peuvent exister où la Banque des territoires intervient sur votre commune par exemple? Pas seulement sur ma commune, mais c'est vrai qu'on l'a vécu dans le cadre des plans de rénovation urbaine numéro 1. Mais c'est vrai que la spécificité de ces territoires, lorsqu'on veut vraiment s'y atteler, et c'est souvent plusieurs collectivités, c'est la région, l'État très difficilement, mais c'est la région, c'est le département, c'est les EPCI et c'est les villes, c'est généralement un projet global. Et un projet global, on a besoin d'ingénierie. Et
Et on a besoin, bien évidemment, de financement. Mais on a surtout besoin d'ingénierie. Parce que dans des quartiers comme les nôtres, tout est en tout. Si on refait de l'éducation, on refait de l'éducation en considérant que le temps de l'enfant, c'est pas seulement le temps d'éducation. Donc, il faut faire du périscolaire aussi. Donc, il faut faire de l'accompagnement sportif de qualité. Il faut faire de l'accompagnement culturel de qualité. Donc, il faut faire aussi, par exemple, une bibliothèque. Mais au-delà de ça, il faut faire, après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, il faut porter la formation. Donc, c'est vrai, on ne peut pas se contenter d'avoir un projet qui va occuper un mandat. C'est un projet global parce qu'il considère, en fait, les habitants pratiquement de leur naissance jusqu'au moment où ils peuvent voler de leurs propres ailes. Et leur difficulté, c'est de voler de leurs propres ailes. Les projets sont nombreux, vous l'avez entendu, mais après, est-ce que les résultats sont évalués aussi? Est-ce que, par exemple, du côté de la région, vous regardez un petit peu ce qui marche pas, ce qu'on peut améliorer? Alors, des annonces et des projets, il y en a tout le temps. On est en train de s'y mettre, par exemple, l'émission locale. C'est une très belle idée, l'émission locale pour l'emploi des jeunes. Il y a des missions locales qui marchent très très bien. Il y a des missions locales qui insèrent, qui ont des très bons résultats. Et puis il y a des missions locales un peu plan-plan, où finalement on attend que le jeune vienne, et puis il n'y a rien de proactif qui est fait. C'est lié à quoi? C'est lié aux personnes qui tiennent la structure? C'est lié à la structure qui n'est pas adaptée au lieu où elle se trouve? Ça peut être lié aux personnes, mais ça peut surtout être lié au manque de directives et au manque d'évaluation. Parce que si on vous dit pas quels sont vos critères de réussite, voilà, vous n'êtes pas forcément mobilisé sur ces critères. Donc nous, par exemple, avec l'État et en partenariat avec les villes, on a mis en place un contrat pour que les missions locales soient mieux accompagnées pour l'emploi. Mais on fait... C'est ce qu'a dit Catherine. Nous, on est sur tous les domaines de la vie, la région. On est à la fois dans l'aide aux maires, sur tous les équipements de proximité, culture, sport, scolaire. On est aussi l'aide aux associations, pour tout ce qui est social et solidarité, mais on est aussi sur le dur. Et c'est là qu'on travaille avec la Caisse des dépôts, notamment par exemple sur la rénovation des copropriétés dégradées ou sur la rénovation urbaine, parce que c'est évident que la première chose, c'est d'abord de ramener de la dignité au quartier qui doit être vraiment digne. Voilà, on doit avoir envie d'habiter. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde, à cette émission. Notre journée spéciale Université des mairies se poursuit sur TV 78. Ce sera dans une dizaine de minutes avec Patrice Kermoz et ses invités. Il sera question de la gestion des déchets sauvages.